Bien, bonjour à tous. Comme Valérie Faudon vient de le dire, cette table ronde qui est consacrée au savoir-faire technique français dans les programmes d'extension à l'international nous permet d'accueillir deux grands industriels français qui représentent les deux grands groupes qui sont au cœur des activités, des opérations dont nous parlons, qui sont les moteurs de ces opérations, à savoir Alstom et Areva. Donc, pour Alstom, j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Anglaret, qui est en charge depuis 2007 du business développement de l'activité nucléaire au sein du groupe, au sein d'Alstom. Je me permettrai de souligner l'expérience extrêmement diversifiée et très riche qu'il a eu au cours de sa carrière, puisque au sortir de Polytechnique, il a commencé comme ingénieur chez Framatome, qu'il a ensuite travaillé pendant 20 ans à Cegelec, où il était en charge justement du département nucléaire et des activités export. Il revient ensuite à Framatome, et puis dirige le secteur des énergies renouvelables au sein d'Areva. En 2002, il rejoint le groupe Alstom, où il est notamment responsable de la vente des centrales clés en main, avant de prendre en 2007 le poste dont j'ai parlé de vice-président du business développement de l'activité nucléaire. J'ajouterai qu'il est également président du groupe intersyndical des industries nucléaires, qui est partenaire, je crois, de la Convention. Philippe Knorre est actuellement, depuis 2011, le directeur général délégué en charge des opérations des activités nucléaires. Il occupe en fait à Areva des fonctions dirigeantes depuis l'année 2000, puisqu'il a été successivement directeur de la stratégie du groupe, directeur chargé du traitement du combustible usé, directeur du projet de réacteur finlandais. En janvier 2010, il a pris la direction du business group réacteurs et services et est devenu membre du comité exécutif du groupe Areva, avant donc de prendre, comme je l'ai dit, en 2011, ses fonctions de directeur général délégué. J'ajouterai, s'il me le permet, une notation un peu plus personnelle que simplement biographique. Je dirais qu'il est issu d'une famille qui a une identité européenne très forte, puisque c'est une famille franco-allemande, si je peux dire, avec un père allemand et une mère française, et une famille qui a une grande culture scientifique, puisque ses deux parents sont tous deux docteurs en physique-chimie. Lui-même a été diplômé de l'école polytechnique et ensuite diplômé de l'école des mines. Voilà, je vais leur demander à tous deux de vous présenter les grandes orientations de leur groupe. Philippe Knorre va peut-être prendre la parole le premier. Je vais également être dans le rôle un petit peu ingrat de celui qui veille au minutage, et je vais demander à nos deux intervenants de ne pas dépasser 10 minutes, non pas pour les frustrer et les punir, mais simplement pour essayer de donner pas mal de temps à la salle dans les questions qui suivront. Donc Philippe Knorre fait la première présentation. Merci et merci à tous d'être là. Je vais donner effectivement d'abord un teaser en moins de 10 minutes pour vos questions après, avec un premier point qui est qu'en matière de services aux centrales, Areva réalise l'essentiel de son business en dehors de France, ou une majorité, peut-être pas l'essentiel, mais en tout cas une majorité, puisque pour l'ensemble de nos services qui servent à la fois aux opérations et aux long-term operations, soit un total de 2 milliards d'euros par an environ, vous voyez que nous réalisons plus de 50% de ce chiffre d'affaires à l'international, et ceci sur un nombre de projets extrêmement élevé, puisque l'essentiel des projets sur lesquels nous intervenons sont des projets de petite taille, avec quelques très grandes exceptions. Également, en matière de salariés, ces services-là mobilisent, et c'est la question de tout à l'heure sur la supply chain européenne, il est vrai que dans ces domaines, l'essentiel des forces de travail sont des forces de travail locales, à l'exception d'un certain nombre de points qui traitent essentiellement de la sûreté, des études de sûreté et de la compétence qu'on peut avoir de manière transverse dans le monde à ce propos-là.
Donc 6500 collaborateurs pour ces 6000 projets. Et puis un point spécifique, en post-Fukushima, sur une offre que nous appelons Safety Alliance, c'est aujourd'hui 150 projets dans le monde, 53 clients dans 19 pays. S'agissant spécifiquement de l'extension de la durée de vie, comme on l'a dit tout à l'heure dans le panel, on ne peut pas faire de distinction, c'est un continuum entre maintenir les centrales et l'exploiter dans la durée, mais des projets qui sont vraiment spécifiques pour l'allongement de la durée de vie, c'est 80 projets. L'ensemble de tout ça étant réalisé pour 250 réacteurs dans le monde, alors pour le coup y compris les réacteurs français, donc près de 200 hors de France. C'est donc l'essentiel. Au global, Areva sert 360 réacteurs dans le monde, quand on inclut le cycle du combustible, mais spécifiquement sur la maintenance, c'est 250. Et ça se répartit sur différentes activités. Et là, j'ai souhaité distinguer la France et l'international. Parce qu'en France, vous voyez que 34% de ce que l'on fait pour les services aux centrales sont de la fabrication de gros composants, de la fourniture de gros composants, évidemment en dehors des EPR, 15% de la présence sur les arrêts de tranche. Vous avez du remplacement de composants, en particulier auxiliaires, pour 21%, et du contrôle commande qui commence, notamment pour les 1300, mais qui ne concerne que 8% du chiffre d'affaires que nous réalisons en France. À l'inverse, à l'étranger, la fabrication de composants est beaucoup plus limitée. Alors, c'est lié à un facteur essentiel que vous avez vu ce matin, qui est l'âge du parc. Le parc français est en moyenne plus jeune et donc procède à son remplacement de gros composants maintenant, alors que typiquement aux États-Unis, on est à la fin du remplacement des gros composants. Ce n'est pas un effet de part de marché, puisque globalement dans le monde, la part de marché que nous avons sur le remplacement de gros composants à l'international est comparable à celle que nous avons en France. Vous voyez à l'inverse que le poids du contrôle commande à l'étranger, ou en termes de contrôle de commande sûreté, Areva est leader, est beaucoup plus important qu'en France. Et de même, alors que la part des études est relativement comparable, 17% en France et 19% à l'étranger. Donc, je crois que ce qu'on peut en conclure là, c'est que globalement, ce sont toujours les mêmes compétences qui interviennent, et on voit qu'elles ont un spectre très très large, depuis les études jusqu'aux composants, néanmoins avec des poids relatifs extrêmement variés en fonction de la France ou de l'international. Dans tous les cas, alors je vais aller relativement vite parce que finalement ça a été beaucoup abordé dans le panel précédent. Dans tous les cas, les extensions de durée de vie représentent des investissements majeurs pour les électriciens. Vous avez ici des chiffres publics sur les montants d'investissement en millions d'euros, puisqu'il y avait des questions lors du panel précédent de comparaison. Ceci est parfaitement recoupé par ailleurs avec les données globales par pays de l'AEN qui ont été discutées ce matin. Donc plus spécifiquement s'agissant d'Areva, nous intervenons, partant du bas à gauche, à la fois sur la Suisse, avec des modernisations de contrôle commande, de même qu'aux États-Unis, à Oconi, puisque nous avons réalisé là-bas une opération tout à fait unique. Au Royaume-Uni, en matière de recombineur d'hydrogène, dont on a parlé tout à l'heure, en Suède, sur Oskarshamn 2, en Roumanie également, sur des réacteurs Candu, au Japon, notamment dans le cadre des offres post-Fukushima, de même qu'en Corée du Sud ou en Chine. Le fait que nous intervenions sur 250 réacteurs dans le monde nous amène à intervenir sur tout type de design, qu'ils soient ceux où nous sommes l'OEM, le fournisseur originel pour une centaine de réacteurs, que ce soit des réacteurs Candu, des réacteurs VVER. Nous intervenons d'une façon générale, là l'Inde n'est pas cité parce que nos interventions sont relativement marginales, mais nous intervenons sur l'ensemble du monde pour revenir ensuite tout en bas du graphe en Afrique du Sud sur des réacteurs de conception originelle Framatome devenus Areva. Alors, en faisant quelques zooms sur des
projets de grande taille, à l'intérieur des 6000 projets que nous menons et des 80 liés à l'extension de la durée de vie. Alors, Ringhals 4, nous sommes intervenus sur l'augmentation de puissance de 18,5%, le remplacement des gros composants, de façon à augmenter Ringhals 4. L'arrêt de tranche du deuxième exemple qui est sur ce slide est en cours à Oskarshamn, c'est de la tranche Oskarshamn 2. Et même si l'augmentation de puissance est reportée, le client vient de l'annoncer, c'est un réacteur à eau bouillante qui va subir une augmentation de puissance extrêmement forte. Et là, nous changeons globalement à la fois les systèmes de sauvegarde électrique, la salle de commande est entièrement refaite, de même que la salle de secours, et d'une façon générale, toute l'installation contrôle-commande. Contrôle-commande également, qui a donc en matière de sûreté, donc pour le système protection du réacteur Protection System, a été remplacé et même on a eu un prix pour cela, le premier système de protection du réacteur remplacé aux États-Unis pour du digital. Alors tout ceci, l'ensemble du chiffre d'affaires que je mentionnais, plus d'1 milliard d'euros à l'export chaque année dans les domaines que nous mentionnons, est basé sur des innovations en bonne partie, que ce soit en termes de composants ou d'études. Et ici, vous avez 5 domaines typiques d'intervention qui n'ont pas vocation à être exhaustifs, mais à gauche, de la filtration enceinte, ici sur des méthodes liquides, les internes de cuve, clairement un sujet dans le cadre de l'extension de la durée de vie, la fatigue en haut à droite, et tous les systèmes que l'on peut mettre en place de suivi de la fatigue des équipements, des tuyauteries, des auxiliaires. Je continue le tour dans le sens aiguille d'une montre. Les systèmes de refroidissement piscine, que ce soit en post-Fukushima, comme on l'a évoqué, ou d'une façon plus générale suite à des évolutions, soit des exploitants, soit de la réglementation. Et puis, dernier point, on l'a communiqué récemment, une expertise pour allonger la durée de vie des câbles et un accord que nous avons signé avec Novinium. C'est quelque chose qui permet, c'est une technologie d'injection en fait dans les câbles qui permet d'augmenter leur durée de vie après un bon diagnostic, et c'est quelque chose que l'on concentre en particulier en prévision des questions que pose la NRC sur l'extension au-delà de 60 ans aux États-Unis, où certains systèmes électriques peuvent être particulièrement sensibles, qu'ils soient liés à la sûreté, qu'ils soient liés au contrôle-commande ou plus standards. Donc un ensemble d'innovations qui sont importants. Alors évidemment, ça n'a pas vocation à être exhaustif, puisque j'ai voulu citer le fait qu'il y avait 6000 projets au global. Toutes les demandes, tous les questionnements sont extrêmement diversifiés. Vous en êtes aperçu aussi dans le panel précédent. On n'a pas le best-seller qui fait 60% qui répond à 60% des demandes, qui sont très spécifiques et touchent à beaucoup d'équipements. En conclusion, donc technologie d'abord, et bien sûr dans un service au client où, comme le mentionnait Adlauter, le fait d'être à l'heure sur ces arrêts de tranche, d'être à l'heure sur ces modernisations est un critère essentiel. Deuxième conclusion, une expérience extrêmement large qui nous permet, en France et à l'international, d'aider nos clients à anticiper. Le point d'anticipation avant les 40 ans, avant les 50 ans est fondamental. Être capable de faire des études suffisamment approfondies en amont, avec toutes les données de vieillissement que l'on peut avoir, est essentiel. Et je crois que là, il y a vraiment un avantage que l'industrie française, avec EDF, avec Alstom, avec Areva, peut mettre en avant. Et des innovations permanentes, à la fois pour la sûreté, que ce soit pour garantir la sûreté préexistante, pour l'améliorer tous les 10 ans, pour l'améliorer tous les jours, dans des environnements, et ça a été effleuré à la fin du panel précédent, extrêmement différents. Les autorités et les opérateurs ont encore, même, alors pas toujours les mêmes objectifs déjà, mais même quand ils ont les mêmes objectifs, des façons d'y répondre qui sont extrêmement différentes, et c'est à nous, en tant qu'industrie, de nous adapter à ces demandes à ce stade. Même si, et c'est peut-être le dernier point, effectivement,
pour la productivité, des besoins plus harmonisés seraient plus efficaces, mais en tout cas, nous, d'ores et déjà, même avec ces demandes diversifiées, on considère que dans l'objectif d'augmentation de la durée de vie, il y a la sûreté en premier, mais la productivité, les questions de compétitivité des centrales est essentielle dans cet allongement, et c'est bien dans ce cadre-là qu'on propose à la fois nos innovations et nos services. Merci pour le temps donné pour l'introduction. Merci beaucoup pour cet exposé synthétique et précis. Je passe la parole à Monsieur Anglaret. Merci Philippe. Bonsoir mesdames, messieurs. Donc maintenant, je ne vais pas vous parler d'Alstom, mais je vais vous donner le point de vue d'un turbinier sur ces problèmes d'extension de durée de vie des centrales. Je vais vous montrer que non seulement c'est un business important pour le turbinier, mais c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour l'exploitant. Certains aujourd'hui se posent la question, est-ce que c'est vraiment que des coûts? Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est peut-être aussi une opportunité, au moins vue du turbinier. Alors quand on parle vieillissement, peut-être que je m'occupe de mes slides. Quand on parle vieillissement, quand on est un turbinier ou un fournisseur d'équipements mécaniques, on pense aussi, mais d'où ça peut venir? Haute température, fluage. Dans le nucléaire, ce n'est pas vraiment le sujet. La température à l'émission de turbine, c'est toujours inférieur à 300 degrés. Quand on parle turbine à gaz, les températures sont bien au-delà de 1300 degrés, donc c'est juste un autre ordre de grandeur. Quand on est dans une turbine pour une centrale à charbon, les températures d'admission pour les plus récentes turbines dépassent les 700 degrés. Donc là, à moins de 300 degrés, ce n'est pas le sujet. Fragilisation du rayonnement, ce n'est pas le problème dans le nucléaire, même pour les réacteurs bouillants. En revanche, on a un problème bien spécifique dans les centrales nucléaires, c'est des problèmes d'érosion et de corrosion dus à l'humidité de la vapeur. Le problème pour le turbinier dans une centrale nucléaire, c'est que la vapeur est de mauvaise qualité. On reçoit de l'eau, donc humidité 0,3%, 0,4% à l'admission turbine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a fait la détente HP, qu'on arrive à une pression de l'ordre de 10 bars, ce qu'on appelle la pression de coupure, le taux d'humidité dans la vapeur dépasse les 10%, approche les 15%. On peut à peine parler de vapeur. C'est vraiment un problème pour le turbinier. Il faut faire quelque chose. Donc on est obligé de la sécher, de la resurchauffer pour protéger la turbine. Donc il y a un vrai problème et les premières turbines ont expérimenté un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes, en général, on les rencontre dès une vingtaine d'années. Ça dépend beaucoup de la technologie du rotor. J'y reviendrai plus tard. Ce qui veut dire aussi que quand on a réglé le problème autour des 20 ou 30 ans, la turbine, en principe, elle devrait aller à 60 ans sans problème. Voire 80, quand on a parlé tout à l'heure, effectivement, des Américains. Alors maintenant, regardons un petit peu où est le business. Donc on a déjà eu cette slide, mais ce qui est important, c'est de voir c'est où sont les centrales, effectivement, en fonction de l'âge. Vous voyez sur cette charte, donc l'âge des centrales en mégawatts en fonction donc, des zones géographiques. Donc vous n'êtes pas surprenant, effectivement, donc 50% de la puissance installée entre 20 et 30 ans. Donc il y a un vrai problème pour le turbinier. Et si vous regardez, il y a déjà beaucoup de centrales qui ont dépassé cet âge. Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont essentiellement en Amérique. C'est-à-dire que le travail en Amérique du Nord a déjà largement été traité pour le turbinier. Aussi en Europe du Nord, c'est ce qu'on voit en vert dans cette charte. Il y a toute cette zone donc, qui va arriver entre donc, 20 et 30 ans, 50% encore. Pardon. Alors, donc, quand on a un problème, effectivement, sur la turbine, il y a en général plusieurs problèmes qui sont posés à la fois. C'est à la fois un problème et une opportunité, comme je le mentionnais dans mon introduction. Donc, la première chose qu'on a à faire quand on parle d'extension de durée de vie, voire quand on commence à avoir un certain âge, c'est d'éliminer les problèmes mécaniques, donc les fissurations des rotors liées à la corrosion sous tension. C'est le problème que je mentionnais tout à l'heure, qui se pose de façon assez différente suivant les technologies des rotors utilisés par les différents constructeurs. Les rotors qui sont le plus sujets à ce genre de corrosion sous contrainte sont les rotors frettés. Mais le changement d'un rotor est aussi une opportunité, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. À puissance du cœur inchangée, quand on change le rotor turbine, on peut améliorer le rendement de la turbine. En faisant quoi? En installant un deltage modernisé, en augmentant la surface d'échappement de la turbine, si c'est possible, en améliorant les séparateurs surchauffeurs, typiquement en installant une deuxième resurchauffe.
Ça, c'est juste ce qu'on peut faire sur la turbine. Maintenant, il se peut aussi, dans beaucoup de cas, que l'on puisse augmenter la puissance thermique du réacteur. Et donc, c'est ce qu'on voit notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, des programmes de type ce qu'on appelle les EPU, donc Extended Power Uprate, où en fait, fondamentalement, on augmente significativement la puissance du réacteur, 7%, voire jusqu'à 25%. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de travail sur la partie conventionnelle. Pratiquement, il faut refaire un îlot conventionnel neuf. Et évidemment, ces programmes sont aussi l'occasion d'améliorer la fiabilité et le rendement de l'ensemble de l'installation. Alors, regardons un petit peu ce qu'on peut faire. Avant rétrofit, après rétrofit. Fondamentalement, une turbine, il y a la partie HP et la partie BP. On voit que sur la partie HP, on peut récupérer à peu près 10 MW qui se répartissent en 1 MW en récupérant le vieillissement du module, en améliorant le rendement de détente, à peu près 8 MW, et aussi en diminuant les pertes par laminage à admission HP, 1 MW, donc total 10. Sur la partie BP, qu'est-ce qu'on peut faire? Là aussi, récupérer l'effet du vieillissement dans la partie BP, à peu près 3 MW à récupérer, l'amélioration du rendement dans la détente dans le BP, 12 MW, amélioration de la surface d'échappement, si c'est possible, du BP, 15 MW, total 30, total 40. Vous pouvez rapidement faire le calcul, 40 MW, si je prends le prix moyen du mégawattheure actuellement en Europe, 50 € du mégawattheure, ça fait 20 millions d'euros par an. Le payback d'une telle opération, 4 ans. C'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans le monde de l'énergie aujourd'hui. Donc c'est un no-brainer. Effectivement, c'est là où je disais, c'est une opportunité pour l'exploitant. En fait, un vieillissement de la turbine, un remplacement des rotors, 40 MW, 20 millions d'euros par an, payback 4 ans. Voilà une bonne nouvelle pour l'exploitant. Regardons quelques exemples maintenant. Comment les programmes d'exploitation dans les différents mondes. Aux États-Unis, donc j'ai expliqué, c'était le premier marché qui a été équipé. Donc aujourd'hui, ça a déjà été équipé, je vais être très rapide. Donc 73 unités ont déjà reçu l'extension. Et donc, comme il a été mentionné ce matin, on envisage de passer là-bas au-delà de 60 ans, voire 80. L'aspect extension de puissance. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres, 6,5 gigawatts ont déjà été ajoutés aux 100 et quelques gigawatts installés aux États-Unis. Donc en moyenne, 6,5%, l'équivalent de 6 tranches nucléaires ont été ajoutées aux États-Unis. 3,4 sont en cours d'instruction. Donc en fait, pratiquement, il y a déjà 10 gigawatts d'addition aux États-Unis grâce à ces programmes d'extension de durée de vie. Je vais prendre maintenant un exemple de centrale où Alstom a réalisé un simple rétrofit, c'est-à-dire sans augmentation de puissance due au réacteur. Je prendrai la centrale de Callaway, centrale Westinghouse, dans le Missouri, exploitée par Ameren. Et donc, en coloré sur cette image, vous voyez les parties qui ont été changées par Alstom. Et le gain, exactement ce que je vous ai indiqué, 1% de gain sur la turbine, donc sur la partie HP seule. Vous avez sur cette slide la même chose sur la partie BP, avec ce qui a été changé, le remplacement des rotors par des rotors soudés, technologie Alstom, effectivement, exclusive Alstom, extrêmement résistante à la corrosion sous tension, les porte-aubes fixes, le corps interne mécano-soudé et le départ des tuyauteries. Donc voilà ce qu'on appelle un bloc interne qui a été changé sur la centrale de Callaway aux États-Unis, réacteur pressurisé Westinghouse équipé de turbines d'origine General Electric. Vous avez sur cette slide les turbines BP en cours d'expédition vers la centrale et en cours d'installation sur la centrale, donc cette partie-là, 4% d'augmentation de puissance. Les nouveaux rotors en cours d'acheminement. Et sur cette slide, vous avez le delta, donc comment on passe de la puissance initiale de la centrale. Donc, initialement, la centrale faisait 1239 MW. Du fait de son vieillissement, quand elle a été rétrofitée, elle ne faisait plus que 1235. Et donc,
à travers les différents changements HP, BP que je vous ai expliqués, la puissance actuelle, 1284,1 MW après rétrofit. Prenons un autre exemple, la centrale de Laguna Verde au Mexique. 2 réacteurs General Electric bouillants, DWR, l'exploitant CFE, la turbine d'origine fournie par Mitsubishi sous licence Westinghouse. Puissance initiale 2 fois 654 MW. En 2010, donc Alstom a réalisé un EPU sur les 2 tranches. La puissance a été augmentée de 20% sur la puissance thermique et sur la puissance électrique, 24%, donc 20% venant du réacteur et les 4% que je vous indiquais sur la turbine. À l'arrivée, donc, on a 156 MW de plus par unité. Qu'est-ce qu'on a changé? Les turbines HPBP, l'alternateur, bien sûr, qui ne pouvait pas passer 25% de puissance de plus, les groupes séparateurs surchauffeurs, rétrofiter les condenseurs, remplacement des réchauffeurs HP, les vannes de contournement turbine, les gaines coaxiales, les disjoncteurs, transformateurs principaux et un nouvel interface homme-machine complet. Prenons un autre exemple plus près de nous maintenant, la Suède. Ce tableau a déjà été présenté tout à l'heure par Vattenfall. Voilà l'ensemble des centrales nucléaires suédoises avec la puissance d'origine. Petit détail, toutes ces centrales, Alstom était l'OM de la turbine. Regardez la puissance donc initiale totale cumulée, 8,44 gigawatts. Après les power upgrades, 9,57 gigawatts. Le gain, 1,1 gigawatt, l'équivalent d'une tranche complète rajoutée en Suède. Prenons un exemple particulièrement significatif, la centrale d'Oskarshamn 3. Vous voyez sur cette slide les motivations du client au KG. Bien entendu, il y avait l'objectif d'améliorer la centrale et de la mettre en conformité avec les dernières exigences de l'autorité de sûreté suédoise. Mais d'augmenter donc la puissance en la passant de 1200 MW à 1450, ce qui en fait la plus grosse centrale bouillante au monde. Je crois que maintenant, il y a une tranche aux États-Unis qui doit avoir une puissance très légèrement supérieure, mais que c'est clairement une des plus grosses centrales au monde aujourd'hui après ce power upgrade. Bien entendu, d'améliorer tous les composants et porter leur durée de vie à 60 ans, mais aussi, et ce n'est pas le moindre des objectifs du client, c'était de porter la disponibilité moyenne minimum de la tranche à plus de 94%. Regardez sur cette slide l'effet, effectivement, de ces différentes opérations sur cette tranche d'Oskarshamn 3. Fondamentalement, la production que pourra réaliser cette centrale, in fine, après cette extension de durée de vie et cette augmentation de puissance, aura quasiment doublé, en passant de 360 TWh à 660 TWh. Sur cette slide, vous voyez donc les différents équipements en cours d'installation sur la centrale. Je vois que cette centrale est aussi une centrale très importante pour les programmes neufs. Le BP que vous voyez mis en place sur cette centrale d'Oskarshamn 3 utilise la dernière ailette de 69 pouces développée par Alstom, qui est la plus grande au monde en fonctionnement. C'est celle qui équipera la centrale de Flamanville, mais elle fonctionne déjà sur la centrale d'Oskarshamn depuis déjà donc 3 ans. Petit détail, la même ailette en version 60 Hz fonctionne, elle, aux États-Unis depuis déjà 8 ans. Donc vous voyez effectivement comment ces programmes de rétrofit permettent en fait de faire avancer la technologie qui est après utilisée pour les programmes neufs. C'est aussi à Oskarshamn qu'en fait, il y a maintenant bientôt 1 an, en mars l'année dernière, en fait, nous avons introduit sur le marché le dernier développement, une ailette de 75 pouces, donc sur le site d'Oskarshamn 3,
que nous allons proposer pour les programmes actuels en Europe du Nord. Juste quelques chiffres pour illustrer la taille d'un chantier d'un Power Upgrade de cette taille. 100 000 nouveaux composants ont été installés, pas moins de 10 000 tâches d'installation ont dû être gérées et le chantier a employé pas moins de 2200 personnes en pointe. En fait, c'était une pointe permanente parce que pour faire ces travaux-là, dans les délais les plus courts, évidemment, c'est... Donc, effectivement, vous voyez l'intérêt majeur de ce genre d'opération d'extension de durée de vie que cela pour confronter. Pour donner une idée des volumes d'affaires concernés et de l'importance pour un turbinier de ces programmes de rétrofit, vous avez sur ces camemberts le marché nucléaire neuf depuis 8 ans, 2005-2012, donc les dernières données connues. Le marché des turbines, 84 gigawatts de turbines vapeur nucléaire ont été commandées dans le monde. Vous voyez qu'Alstom en a délivré 30 gigawatts, soit 36%. Alstom qui a installé 31% de la puissance des centrales nucléaires au monde en fonctionnement aujourd'hui, a en fait augmenté sa part de marché dans le neuf, sur les centrales construction aujourd'hui, il y en a 36% qui utilisent une technologie Alstom. Et vous voyez que le deuxième est très très loin derrière. Ces 8 années, donc, qui représentent 84 gigawatts, en termes de fabrication de rotors, pour un turbinier comme Alstom, Alstom a livré 92 rotors neufs. Maintenant, si vous regardez sur la partie gauche de l'écran, le marché du rétrofit, la totale de commandes. Dans le neuf, on parle en gigawatts, dans le rétrofit, on parle en euros. Les commandes passées dans le monde de rétrofit, sur la même période, 3,22 gigawatts. Alstom en a pris plus de 50%. Et ce marché représente 109 rotors. Donc en fait, le marché du rétrofit a été sur cette période plus important que le neuf. Alstom était de loin le premier à la fois en neuf et en rétrofit, mais en fait ce qui assure la charge des usines Alstom pendant cette période, ça a été le marché du rétrofit. Voilà, donc c'était pour vous donner effectivement le point de vue du turbinier sur ces programmes d'extension de durée de vie. Merci de votre attention. Merci pour cet exposé. Le temps de laisser à la salle le temps d'affûter leurs questions, je voulais relever, moi je ne suis pas un expert, mais je voudrais relever un point qui est commun à vos deux exposés et qui m'a frappé, c'est qu'au fond, dans ces opérations, il y a à la fois évidemment une prolongation de vie, il y a une élévation de la sûreté, mais il y a ce qui est frappant aussi, un aspect d'augmentation de la productivité pour l'opérateur. C'est un point frappant. Vous avez donné, M. Anglaret, des chiffres extrêmement spectaculaires. M. Knorre a montré aussi combien il y a des innovations, plusieurs secteurs d'innovation technologique qui, a priori, sont reproductibles. Je suppose que ces innovations peuvent se reproduire sur d'autres chantiers. Dans ces conditions, donc, où au fond il apparaît qu'il n'y a pas pour l'opérateur qu'un problème de coût, mais aussi des gains de productivité possibles, je voulais vous demander, on parlera de la France surtout demain, mais quand même pour ouvrir sur la journée de demain, est-ce que vous pensez qu'il y a, comment vous appréciez le retour d'expérience possible de toutes ces expériences à l'étranger sur le marché français? Monsieur Knorre. Je ne vais pas me prononcer sur le marché français. Certainement, EDF a son choix de solution et puis on essaiera d'aider dans les solutions. En revanche, c'est vrai que je peux m'exprimer sur quelques technologies ou quelques sujets qu'on voit émerger à l'étranger de plus que ce qu'on voyait avant. Clairement, les sujets d'interne du réacteur, que ce soit les vis de cloisonnement, que ce soit les guides des commandes de grappe, sont des sujets qui apparaissent plus récemment qu'ils n'apparaissaient dans le passé. Et puis, des sujets de piscine, en particulier post-Fukushima, où on peut avoir une question de diversité des refroidissements, on peut avoir une question de perte fortuite d'eau. Donc il y a quelques problématiques supplémentaires qui peuvent apparaître. Bon, ensuite, j'avais effectivement mentionné quelques technologies.
Mais en soi, les technologies, elles répondent vraiment aussi à une préférence dans des dispositifs de sûreté de l'exploitant vis-à-vis d'un objectif. Même si les objectifs sont communs dans le monde, ces préférences, elles peuvent être variables. On le voit sur les filtrations enceintes. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ce retour d'expérience sur la nature des problématiques et sur la diversité des dispositifs qui peuvent y apparaître. Et puis, mais ça, EDF est a beaucoup l'habitude, c'est plutôt entre clients étrangers qu'on fait ce retour d'expérience, et aussi sur les structures contractuelles, c'est-à-dire qu'on parle de technologie, mais également, on a parlé de très très grands projets comme ceux d'Oskarshamn. On voit de plus en plus se développer des approches progressives avec des contrats d'études, de pré-études, de faisabilité, puis des contrats de design un peu plus précis qui passent ensuite en licensing, et ensuite des contrats de réalisation. Et ça permet une bonne gestion du risque, comme le mentionnait Adlauter tout à l'heure, pour être sûr qu'à chaque étape, le risque est porté par la partie qui est la mieux à même de le gérer. Donc voilà un ensemble de choses à la fois technologiques et contractuelles qui en fait s'échangent à l'intérieur des centaines de projets dans le monde. Merci Monsieur Anglaret, vous avez un commentaire? La flotte EDF bénéficie de deux avantages. Elle est très jeune, comme on l'a montré effectivement, donc le problème de vieillissement se pose relativement peu. Et deuxièmement, elle a bénéficié du fait que la première génération d'EDF, le CP1, utilise une technologie de rotor sur la turbine frettée, qui est celle, je disais tout à l'heure, qu'elle est sujette à un certain nombre de problèmes de corrosion sous contrainte. En revanche, dès le programme CP2, puis P4 et N4, Alstom a introduit la technologie des rotors soudés, qui, elle, vieillit très bien. Donc, en fait, le problème de vieillissement de la turbine se pose relativement peu. Donc, certaines des turbines CP1, donc on en parlera, j'imagine, demain, ont été rétrofitées, à peu près la moitié, et les autres sont sous surveillance. Mais fondamentalement, le parc est sain, donc n'a pas besoin, en fait, de modification, effectivement, de rétrofit de la turbine. Mais par contre, que j'ai expliqué que sur l'aspect technologique, EDF bénéficie effectivement de l'expérience d'Oskarshamn sur les LED, par exemple, de 69 pouces, qui fonctionnent à Oskarshamn parfaitement. Merci de ces commentaires. Chose promise, chose due. J'avais dit qu'on laissait pas mal de temps. Or, il nous reste 20 minutes, peut-être un peu plus, aux questions de la salle. Donc, je propose d'ouvrir le dialogue. Bruno Chevalier, Industrie pétrolière. On a compris qu'en matière de services, l'industrie française est particulièrement bien placée au niveau mondial. En matière d'équipements complets, donc de centrales neuves, on connaît tous l'échec de l'appel d'offres d'Abu Dhabi, on connaît le gouffre financier de l'EPR finlandais. Flamanville est en train probablement de suivre le même chemin. Est-ce que de ces deux exemples, on tire un retour d'expérience qui permettra d'éviter que les deux commandes de PR anglais ne suivent le même chemin? Je vous remercie de votre question, mais on est plutôt sur le thème de la prolongation de la durée d'exploitation que sur les nouveaux réacteurs. Mais je laisse quand même Philippe Nord répondre. Oui, j'ai l'impression que c'était plus un commentaire qu'une question. Là. Enfin, mais bon, j'ai quand même m'efforcé déjà de répondre parce qu'il y a un maillon qui manque. Même si je ne partage pas votre commentaire sur Flamanville, Taishan est déjà un projet qui, même s'il a ses propres difficultés, ce sont les premiers EPR en Chine, bénéficie déjà d'un très fort retour d'expérience. Et donc, on a déjà, par exemple, pu montrer des temps de construction du génie civil de 50% inférieurs, des nombres d'heures d'ingénierie 50% inférieurs, et des temps de fabrication de gros composants également 50% inférieurs à ce qu'on a pu constater sur OL3 ou Flamanville qui ont été lancés en parallèle. Donc, il y a déjà, avant même d'arriver au Royaume-Uni, un retour d'expérience très bénéfique sur Taishan. Donc il ne faut pas non plus sauter cette marche-là. Et donc c'est ça ce qui nous permet effectivement, avec le retour d'expérience de tranches qui sont maintenant à des niveaux d'achèvement qui sont près de 80 ou 90% en fonction des projets, de tirer tous les enseignements, ce qu'on fait ensemble entre EDF et Areva pour assurer les meilleures conditions de réalisation au projet Royaume-Uni, dans un cadre de licensing qui est différent, puisqu'on a fait ensemble le Generic Design Assessment, avec un design qui donc
et des modalités avec la supply chain qui prennent complètement en compte la Finlande, Flamanville et la Chine. Donc oui, il y a énormément de retours d'expérience en supply chain, en design, en organisation interne, en licensing qui ont été prises. Et puis, dernier point aussi, en alignement des intérêts des acteurs. Donc ça fait déjà 5 domaines de retour d'expérience, puisqu'on s'assure que l'essentiel des acteurs qui sont intervenants sont vraiment partie prenante dans les structures contractuelles, ont des intérêts alignés avec l'architecte ensemblier qui est EDF. Je pense que là, il y a un ensemble de facteurs qui montrent que le retour d'expérience, oui, a été pris pour le projet au Royaume-Uni. Merci. Une autre question? Jean-Pierre Levis, Sven Ronalp. Monsieur Angleret, est-ce que les progrès sont attendus dans le domaine des turbines? Vous nous parlez du diamètre qui croît. Pourquoi s'arrêter à 69 pouces? Est-ce qu'on peut pousser plus loin? Deuxième question, l'alternateur lui-même, est-ce que vous avez des projets aussi d'amélioration de ce côté-là? Et troisièmement, est-ce que c'est franco-français ou européen, ces études d'amélioration? Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Ceci étant, les technologies des turbines et des alternateurs, ce n'est pas nouveau. Donc effectivement, beaucoup a déjà été fait. On atteint un niveau, je ne dirais pas qu'on est sur une asymptote, mais les progrès sont relativement lents. Ceci étant, ils sont continus. Donc nous améliorons en permanence nos produits, que ce soit en termes de coût, de qualité ou de délai. Vous faites allusion à un problème spécifique que j'ai mentionné, qui est la longueur de la dernière ailette. En fait, ce qui est important, c'est d'adapter la longueur de l'ailette à la qualité du vide ou de la source de refroidissement. Donc, quand vous êtes dans des endroits où il y a de l'eau froide, vous avez besoin de beaucoup d'échappement, d'où l'intérêt de fournir des grandes ailettes. Et ce n'est pas pour rien que c'est à Oskarshamn en Suède. Et je vous ai mentionné que nous développons une ailette de 75 pouces qui est particulièrement adaptée à l'Europe du Nord. Ceci étant, ça n'a pas échappé qu'une turbine, la turbine BP, comporte plusieurs flux, donc elle est typiquement en 2 turbines BP ou 3 turbines BP. Si vous augmentez la surface, la longueur de l'ailette, vous pouvez réduire, dans certains cas, le nombre de corps BP, donc passer de 3 à 2 avec un impact significatif, évidemment, sur les coûts, à la fois de la turbine et du bâtiment. L'alternateur lui-même a déjà des rendements extrêmement élevés, donc augmenter encore le rendement, c'est pas effectivement. Par contre, on améliore les coûts, on améliore la durée de vie, on améliore les durées de construction. Donc on fait en sorte maintenant, un grand axe de développement, c'est de réduire les délais de construction, de retirer le maximum de main-d'œuvre sur les chantiers pour la transférer dans des ateliers où la qualité est supérieure, et donc de modulariser la conception de la salle des machines. Voilà, donc ce sont des axes d'amélioration continue que nous avons pour les années à venir. Merci. Une autre question? Pas de questions? Moi, je voudrais vous demander quels sont, en quelque sorte, vos avantages comparatifs par rapport à vos concurrents. Bon, j'ai compris notamment que vous pouviez intervenir, vous intervenez aussi bien d'ailleurs à Arriva qu'Alstom sur tous les designs de centrales, et que notamment Alstom intervient sur des turbines d'autres constructeurs, bien évidemment. Est-ce que c'est un avantage comparatif? Est-ce que vos concurrents ont cette même multipolarité? Ou y a-t-il d'autres avantages comparatifs? Je commence, Philippe. Non, certainement celui-là en est un, c'est la capacité à faire des benchmarks dans le monde entier et à être capable de fournir des références aussi à des exploitants, notamment les exploitants qui ont des parcs limités, sur ce qui se fait dans le licensing dans le monde, de façon à ce qu'ils aient un dialogue nourri avec leur autorité de sûreté. C'est un des avantages. Le premier reste quand même pour moi l'innovation. On apporte des solutions qui améliorent la productivité et qui améliorent la sûreté qu'avec des innovations, pas forcément des révolutions, hein, mais des innovations qui permettent, dans une logique de progrès continu, d'améliorer ça. Et on est reconnu comme étant innovant
du fait aussi, c'est vrai, de notre base commerciale qui nous permet de financer ces innovations. Les deux autres points que je mentionnerai, c'est vraiment la capacité à convaincre les autorités de sûreté de par le monde. Et ça, l'industrie française, et on parlait tout à l'heure de qualification de composants, je ne parle pas seulement là pour Areva, c'est d'une façon générale, l'industrie française a une vraie capacité à convaincre les autorités de sûreté que ce qu'elle fait, elle est sûre. Ça vient peut-être de l'exigence de la SN elle-même, bon voilà, mais ce n'est pas le seul facteur. Innovation et conviction de l'autorité de sûreté jouent beaucoup. Ensuite, il n'y a rien à faire, hein, les coûts sont un facteur déterminant. Donc si on oublie les coûts, on a perdu. Bon, de ce point de vue-là, si je regarde les 10 dernières années ou les 15 dernières années que j'ai observées, l'industrie française, en termes de compétitivité horaire, dans les 10 premières, par exemple un benchmark simple, c'est avec l'Allemagne ou avec les États-Unis, hein, les années 2000 ont été vraiment dramatiques pour la France dans toute la décennie en termes de coûts horaires pour les métiers d'ingénierie, d'études, voire même les métiers d'atelier ou de chantier. En revanche, on note, c'est clair, dans les dernières années, un effort vraiment fort, je dirais, de l'Allemagne pour rattraper son retard, mais qui du coup, et puis des États-Unis du fait du développement de l'oil and gas, qui fait que les coûts horaires de nos concurrents américains et puis les coûts horaires de nos propres équipes en Allemagne augmentent beaucoup plus vite qu'en France. Donc il faut toujours qu'on fasse très très attention à ces sujets de coûts horaires, mais au cours des dernières années, les évolutions ont été, je dirais, plus favorables à la France que dans la décennie 2000. Monsieur Anglerin, commentaire? Alors, comme je l'ai indiqué, Alstom est le premier en termes de base installée, le premier en termes de part de marché sur les centrales neuves, le premier en termes de rétrofit. J'ai la faiblesse de penser que si les clients nous font confiance à ce point, c'est qu'effectivement nous avons un certain nombre d'éléments différenciants vis-à-vis de nos concurrents. Nous sommes les seuls à avoir une approche globale, c'est-à-dire que notre offre a été conçue d'entrée avec une approche de plateforme qui permet de servir à la fois tous les réacteurs, ce n'est pas le plus compliqué pour un turbinier, mais tous les réseaux, 50 Hz, 60 Hz, et toutes les sources froides, des pays les plus froids, comme des projets actuels en Finlande, au-delà du cercle arctique, dans les pays les plus chauds, comme l'Inde. Et donc c'est ça pour nous qui est le plus compliqué, c'est effectivement d'avoir une offre qui permet de satisfaire tous ces besoins avec le minimum de composants pour obtenir les effets d'échelle. En termes de technologie, nous avons aussi effectivement un certain nombre de choses relativement uniques. L'architecture de notre turbine a une architecture très spécifique, ça serait un peu long d'en parler ici effectivement, mais elle est très spécifique et elle permet d'avoir un gain de rendement effectif significatif. La technologie des rotors, ça j'en ai parlé, les rotors soudés versus les rotors frettés ou les rotors monoblocs présentent des avantages significatifs. La conception des boîtes, des modules BP avec les structures indépendantes, etc. Donc nous avons effectivement un produit très différenciant qui présente des avantages significatifs qu'on peut mettre évidemment sur le neuf, qu'on peut mettre largement sur le rétrofit. Et je pense que tout ça permet effectivement de comprendre pourquoi nous avons la chance d'avoir ces parts de marché très importantes. Vous avez parlé de l'aspect international. Alors Alstom effectivement est très international. Nous avons des usines à peu près dans le monde entier. Pour construire donc nous avons des licenciés en Chine, nous avons des usines pour fabriquer une turbine nucléaire. L'usine principale est à Belfort, l'activité business nucléaire est centrée sur la France, mais participent nos usines mexicaines, américaines, suisses, polonaises, chinoises, et j'en passe sûrement. Donc effectivement, nous avons une supply chain interne Alstom qui est totalement globalisée. Et je n'ai pas mentionné notre joint venture en Russie qui participe au programme russe aussi. Je voudrais juste vraiment insister sur, parce que Philippe dit on est number one, ça permet vraiment être toujours les premiers. On est vraiment dans une entreprise, dans des industries très technologiques, donc être le premier sur la courbe d'expérience est fondamental. C'est notre cas dans un certain nombre de domaines, sur les gros composants, les études, également le contrôle-commande. Et c'est vrai que sur des sujets aussi sensibles, aussi technologiques que le contrôle-commande d'une centrale nucléaire, quand vous avez des rétrofités, des réacteurs avec des systèmes qui sont licenciés dans plusieurs pays, donc vous avez pu montrer à la fois la performance, la fiabilité,
vous avez un avantage par rapport à vos concurrents. Merci. Une question? Merci Madame. Antoine Jouin, Sven, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône. J'ai une question pour Monsieur Knoche. Où en est l'usine de retraitement de Rocachot? Je crois que c'est vous qui êtes directement impliqué. Première question. Et deuxièmement, en Chine, n'y a-t-il pas aussi un projet d'usine de retraitement? N'y a-t-il pas aussi un projet d'usine MOX? Et où en sont tous ces projets? Merci. Bon, alors je vais essayer de contrôler le temps de réponse parce que c'est des sujets qui sont passionnants. Donc effectivement, l'usine de Rocachot, nous ne sommes pas exploitants, mais nous avons vendu l'essentiel de la technologie issue de la Hague, essentiellement pour tout ce qui est cisaillage, dissolution. L'usine a démarré, alors j'y étais, ça devait être en 2006. Opérationnellement, la partie de la technologie que nous avons vendue fonctionne très bien, malheureusement, et donc peut traiter 200, 300 tonnes par an. Malheureusement, la partie de l'usine pour laquelle les Japonais n'ont pas souhaité nous acheter la technologie, qui est la vitrification, qui est effectivement extrêmement sensible, connaît de réelles difficultés opérationnelles. Alors, c'était un peu anticipable, mais évidemment, on pouvait considérer que c'était la jalousie de notre part de dire que leur conception était peut-être un peu moins robuste que celle qui existe en France. Bon, toujours est-il que du coup, comme ils n'ont pas non plus, alors excusez-moi de rentrer dans les détails, mais de stockage intermédiaire des produits de fission, ils ont bloqué l'amont de l'usine, et donc l'usine marche totalement au ralenti. Alors, au-delà de ça, évidemment, le contexte Fukushima fait qu'il y a très peu de combustibles usés qui sont produits en ce moment au Japon, donc il n'y a pas une pression non plus très forte sur Rocachot pour débloquer sa production. Nous sommes, mais avec des concurrents, en dialogue avec JNFL, qui est l'exploitant, de façon à la fois remédier à leurs difficultés sur la vitrification et envisager, le cas échéant, d'autres solutions pour traiter ce sujet-là. Sujet technologiquement passionnant, malheureusement opérationnellement qui a amené à une mise en production très très limitée de l'usine. Alors la réponse sur la Chine, oui. La lettre d'intention concernant la construction d'une usine de recyclage en Chine sur la base de technologies françaises a été signée lors de la visite du président de la République française l'année dernière. En Chine. Depuis, les négociations techniques ont eu lieu au cours de l'ensemble de l'année. Elles se sont déroulées conformément au planning. Et on est donc à l'achèvement de la phase des négociations techniques en termes de cahier des charges. Un point qui peut être marqué lors de la visite du président chinois en France dans une dizaine de jours. Et ça permettra ensuite de faire une transition sur une phase de négociation commerciale pour un projet qui est de très très grande ampleur en termes effectivement de développement technologique. Bon, en termes financiers, par rapport à une construction de réacteurs, c'est pas non plus des ordres de grandeur complètement différents. C'est quelques tranches de réacteurs, mais c'est vrai que du point de vue de la coopération nucléaire franco-chinoise, c'est un point qui est extrêmement intéressant, où les Chinois sont intéressés par nos technologies, de la même façon qu'ils peuvent l'être sur les réacteurs, sur la conversion, où on est les seuls à construire une usine moderne, et sur un certain nombre de sujets où on peut leur amener effectivement des compétences et nous-mêmes se développer sur ce marché-là. Il reste qu'effectivement les sujets de recyclage sont passionnants et de long terme. Merci. D'autres questions? Au fond. Bonjour, Boris Supio, Areva. Alors on entend beaucoup parler d'équipe de France du nucléaire pour les nouvelles constructions. Est-ce qu'une équipe de France du nucléaire pour la base installée est en construction? Si oui, a-t-elle un sens et dans quel cadre pourrait-on éventuellement développer cette force de vente et de projet à l'international? Merci.
Alors, de fait, c'est évidemment pas la même structure. Enfin, quand on parle d'équipe de France pour les nouvelles constructions, ce sont des contrats EPC de très très grande taille. Alors que là, sur l'extension de la durée de vie, les structures contractuelles en général choisies par les exploitants, du point de vue contractuel, sont des contrats de plus petite taille sur des sujets plus limités. Néanmoins, il y a premièrement dans l'offre Areva, et je laisserai Philippe commenter, typiquement sur tout ce qui est par études, nos sous-traitants d'études habituels travaillent avec nous sur tous les projets export, et s'il y a des composants auxiliaires, de même, sans parler évidemment de la sous-traitance en matière de gros composants, où les sous-traitants classiques de la chaudière interviennent comme sur le parc. EDF n'étant pas présent, je me permets aussi de dire que typiquement dans les relations avec les exploitants américains, par exemple le suivi de charge, qui est une nouvelle demande en fait des réseaux américains. Classiquement, les centrales américaines fonctionnaient en base. Le suivi de charge apparaît du fait des renouvelables et plus comme une demande du réseau à court terme, c'est-à-dire être capable d'ajuster plus qu'une raison vraiment capacitaire, mais c'est typiquement le genre de sujet sur lequel les relations se font à la fois avec EDF et avec Areva en fonction des questionnements. Maintenant, les offres, elles sont en général sur l'extension de la durée de vie nettement moins larges et beaucoup plus pointues que sur une construction neuve. Donc une offre unique avec une équipe unique est moins adaptée. Et en général, d'ailleurs, on fait des groupements momentanés en fonction des appels d'offres. Oui, je partage tout à fait cet avis. Les programmes d'amélioration de centrales ou d'extension de durée de vie sont en général des programmes pluriannuels. Le personnel, les équipes du client sont très impliqués. Et ça se traduit en général par des contrats séparés pour les différents équipements qui sont gérés dans la durée. Les interventions se font à l'occasion des refuelings normaux, donc ça se fait dans la durée. Et il y a relativement peu de relations entre le turbinier, le chaudieriste, etc. La plupart des contrats que je vous ai mentionnés, tous les contrats que j'ai mentionnés, c'est des contrats directs avec l'exploitant. Des fois, on ne sait même pas vraiment qui s'occupe de la partie nucléaire. Ça se fait indépendamment. Donc, il y a l'intérêt d'avoir une équipe intégrée qui propose à un client de gérer son problème clé en main. Je ne suis pas sûr que le client y voit son intérêt et je ne suis pas sûr même que ce soit gérable du côté du fournisseur, parce qu'on découvre quand même un peu souvent les problèmes au fur et à mesure. Et donc, s'engager dans une démarche de type clé en main pour ce genre de prestations serait aussi assez risqué du côté fournisseur. Donc je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit souhaité par le client ou souhaité par les fournisseurs. Je prolongerai justement cette question avec effectivement votre organisation d'ailleurs en base régionale mondiale. Vous avez dit que vous aviez 3 bases régionales mondiales pour Areva. Vous-même, vous avez expliqué votre organisation très mondialisée. Je suppose que vous travaillez avec beaucoup d'entreprises localisées, c'est-à-dire d'entreprises régionales localisées. Et ce que vient d'expliquer M. Anglaret sur le fait que c'est le client qui organise au fond, qui est le maître d'œuvre un peu du travail sur place. Oui, c'est très souvent le client qui est maître d'œuvre, effectivement. Alors, on est en train de rajouter une 4e région pour être complet. Quantitativement, ça ne se voit pas encore, mais effectivement, la Chine est devenue notre 4e région de service, puisque la flotte est très très jeune, mais on commence le service à la flotte chinoise, et effectivement, avec en général des clients qui sont maîtres d'œuvre. Y a-t-il une autre question? Oui. Je sens comme une fatigue de fin de journée. On est aussi au bout du temps. Je m'appelle toujours Antoine Jouan, de la Sphène Roussillon-Vallée du Rhône. Je voudrais savoir, j'ai lu quelque part que vous vendiez du MOX à des gens qui n'avaient pas de PU. En leur avançant du PU, est-ce que ce n'est pas un petit peu osé? Et est-ce que ça marche? Merci. Alors, réponse, ça marche. Le plutonium est une matière tout à fait valorisable, avec un très fort potentiel énergétique. Le MOX est un combustible qui, à partir du moment où il est licencié, est dans les réacteurs nucléaires on fait des études qui vont bien. Donc il y a de notre point de vue
oui, des points à traiter avec le MOX spécifique, hein, c'est pas un combustible BioX, mais il est parfaitement implicable dans un réacteur. Donc oui, il peut se faire, et on observe que c'est une demande des clients, ne serait-ce que quand il y a des problèmes opérationnels dans d'autres unités, hein, au Japon, en Angleterre, ou etc., que Areva soit en mesure d'assouplir la chaîne. Et c'est un savoir-faire qu'Areva a, avec, c'est vrai, dans l'aval du cycle, les seules usines au monde qui fonctionnent à ce degré industriel, qui est capable de dire, bah, écoutez, vos combustibles usés, vous avez une durée de vie qui est voilà, sur un certain temps. On vous permet, nous, par notre compétence industrielle, de recycler le plutonium que vous aurez à la fin, en fait, de vous fabriquer le MOX en anticipation, de façon à ce que vous le brûliez, et qu'à la fin, vous ayez d'ores et déjà les MOX usés qui correspondent aux combustibles usés que vous avez anticipément. Je pense que ça se fait dans n'importe quelle industrie, industrie du recyclage, où vous avez de l'acier recyclé qui voilà, est tout à fait dans les mêmes cercles d'utilisation que l'acier normal. Évidemment, on fait attention, il y a des mesures spécifiques, mais oui, le MOX est un combustible usé, un combustible qui s'utilise normalement dans des réacteurs, alors, aussi rapides, mais en particulier à eau légère. Merci. On approche, on a même dépassé légèrement 5 heures. On a peut-être encore quelques minutes. Une question ou deux. Jean-Noël Genet, ex-Alstom. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les critères de disponibilité qui vous sont imposés dans les contrats de rétrofit ? Je ne suis pas vraiment programmé pour répondre à cette question, pour la vérité, mais je ne pense pas qu'il y ait des critères de disponibilité. Il y a des objectifs du client auxquels nous savons satisfaire. Donc on peut démontrer que la fiabilité de nos équipements permet que les durées d'intervention, donc pour les arrêts programmés, satisfont les objectifs du client. Donc là, je vous ai donné l'objectif que donnait OKG pour son rétrofit, mais je n'ai pas connaissance qu'il y avait des engagements contractuels correspondants. On rencontre ce genre d'engagement de temps en temps sur les centrales neuves. C'est évidemment quelque chose qui est assez délicat pour un constructeur de garantir, parce que quand on parle de fiabilité, on rentre dans l'exploitation, et donc il y a un tas de contraintes qui ne sont pas sous le contrôle du constructeur. Et je ne pense pas qu'il y ait ce genre d'obligations contractuelles dans les contrats de rétrofit. Ceci étant, je n'ai pas vraiment la réponse. Il y a certains de mes collègues dans la salle qui pourraient peut-être répondre à cette question mieux que moi. Olivier ou... Non ? Ils sont déjà partis. Ils sont partis. D'autres questions ? Moi, j'aurais si j'ai encore quelques minutes, vous poser une question qui est totalement hors sujet, si Valérie me l'autorise. Là, on parle des opérations pour étendre la durée d'exploitation des centrales. Est-ce que vous sentez, et comment vous appréciez le marché qui est celui du démantèlement des centrales? Est-ce qu'en Allemagne, il apparaît? Est-ce que, parce qu'à un certain horizon, forcément, il y aura des centrales qui, quelles que soient les opérations de prolongation, arriveront un jour réellement en fin de vie. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous y préparez? Alors, oui, on s'y prépare. Il faut bien avoir en tête que le niveau d'activité pour le démantèlement d'une centrale, c'est le 10e de ce que représente une centrale en exploitation. Hein. Donc, quand j'entends certains dire que l'avenir du nucléaire, c'est son démantèlement, il y a quelque chose qui ne colle pas du tout. Hein. Donc, oui, on s'y prépare. Oui, il y a des activités parfois technologiques, mais vraiment de niche. Il y a des sujets d'assainissement au sens chimique, il y a des sujets physiques, il y a des sujets de génie civil. Donc oui, on s'y prépare, on intervient, on est déjà intervenu sur nos propres installations du cycle déjà en France, mais aussi sur des réacteurs allemands. Donc on a déjà démantelé des cuves, on a déjà fait un certain nombre de choses. EDF a évidemment une expérience large en France. Donc on s'y prépare, on intervient. Ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur d'activité. Hein. Je retiens ce chiffre donc de 1/10 pratiquement de l'amplitude du marché de la prolongation. D'autres questions? Plus aucune?
Eh bien, je crois qu'à ce moment-là, il nous reste à remercier nos deux intervenants.